chez nous. On veut pas de frontière à Saint-Denis là. Allez, casse-toi. C'est un petit gamin, il sait même pas ce qu'il fait. Allez, casse-toi le facho là. Partez d'ici. Ouais. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Une équipe de journalistes du média Frontières prise à partie, insultée et forcée de quitter les lieux lors du rassemblement ce week-end. Rassemblement organisé à l'appel du maire de la ville de Saint-Denis, Bali Bagayoko. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Député de Moselle, porte-parole du Rassemblement national. Merci d'être avec nous cet après-midi sur Europe 1. Des journalistes menacés, insultés, pris à partie. Des membres du Parti socialiste ont également été hués lors de ce rassemblement. Qu'est-ce que ça vous évoque ? La haine, l'exclusion et la stigmatisation. Aujourd'hui, on a l'impression que les villes détenues par LFI sont des mondes à part. Si vous n'êtes pas LFiste, si vous n'êtes pas un journaliste patenté de la gauche ou de l'ultra-gauche, si vous avez le malheur de franchir la frontière de la ville, eh bien, on vous malmène, on vous insulte, on vous humilie. On l'a vu avec les maires sortants dans un certain nombre de communes qui ont été très maltraités alors qu'ils avaient perdu les élections et que la victoire électorale aurait dû suffire. On l'a vu avec les paroles du nouveau maire de Saint-Denis envers notamment les policiers municipaux qui n'auraient pas les mêmes convictions que lui et qui devraient donc partir. Et puis on le voit aujourd'hui avec des journalistes qui ne sont pas de gauche, en tout cas ils ne sont pas supposés tels, et qui sont chassés. C'est très grave des propos comme cela, c'est très grave d'empêcher la liberté d'expression. On voit aujourd'hui que la France Insoumise n'a que deux mots à la bouche, raciste et fasciste. Si vous n'êtes pas la France Insoumise, si vous êtes, allez, on va dire, à commencer du Parti Socialiste jusqu'à la droite, eh bien vous êtes raciste et fasciste. Et donc, tous ceux qui vous insultent, qui vous attaquent sont des résistants et devraient échapper à la justice. Je pense qu'il va falloir se mêler de très très près de tout ce qui se passe là-bas pour essayer de faire en sorte que la République et le droit soient maintenus partout en France. Ça veut dire qu'il faut en être finalement pour être accepté. Si on ne partage pas l'idéologie de la France Insoumise, on n'est pas le bienvenu à un rassemblement de ce type. C'est ce que ça veut dire ? Ah bah, c'est clairement ce que ça veut dire. Moi, vous savez, je me rappelle François Ruffin qui est allé à la fête de l'humanité dans un débat avec des LFistes. François Ruffin s'est fait accueillir par la chanson Siamo tutti antifascisti, comme si lui-même, qui n'est pas un homme modéré de droite, comme si lui était fasciste. Donc quand le fascisme commence à François Ruffin, oui, c'est très inquiétant, parce qu'une fois encore, la France Insoumise, on le voit, ne supporte pas la contradiction, et à partir du moment où vous n'êtes pas d'accord avec eux, tous les moyens sont bons. Les appels à la violence de Jean-Luc Mélenchon, les cibles placées dans le dos des Français qui ne sont pas supposés voter pour eux, comme les Français de confession juive ou les Français ou les journalistes de Frontières de CNews, voire d'Europe 1, tout cela n'est plus tenable, tout cela n'est plus possible, et on voit bien que cette nouvelle France est une France de la haine, et on voit bien que la 6e République n'en est plus une, mais commence à ressembler de plus en plus à une dictature souhaitée par Mélenchon. Casse-toi d'ici, on est chez nous, on veut pas de facho ici. Quand on entend ces paroles, vous le disiez, absolument violentes, c'est des paroles de haine, on a l'impression que finalement ça va bien au-delà d'une simple victoire politique. Dans ces villes gagnées par la France Insoumise, ça va bien au-delà d'une simple victoire de mairie. On a l'impression d'assister à une forme de guerre de conquête, finalement, d'une certaine façon. Une guerre de territoire, une façon de dire que finalement vous n'êtes pas de notre famille, vous n'êtes pas les bienvenus. Oui, les communes LFI risquent de devenir des enclaves dans le territoire français, des enclaves dans notre République, des enclaves aussi, j'allais dire, à l'idée même de ce qu'est notre nation, puisque je vous le rappelle, les maires présentés dans la plupart des communes ont été vantés comme racisés. C'est-à-dire que leur essence même était mise en avant le fait que ce soit des citoyens français et donc des membres de notre nation. Et donc c'est la division qui est faite de modèle aujourd'hui. Vous êtes de telle couleur, vous êtes accepté, vous êtes de telle autre, vous ne l'êtes pas. Vous êtes de telle religion, alors on vous accepte, vous êtes de telle autre, on ne vous accepte pas. Vous êtes de telle opinion politique, on vous applaudit. Vous êtes de telle autre, on vous jette des pierres. Tout cela n'est pas possible et ça montre bien que ce laboratoire que sont les communes mélenchonistes sont le laboratoire d'une vision, j'allais dire, haineuse de ce qui est le rapport humain, une vision conflictuelle des différences. C'est l'inverse de l'esprit de notre République. Écoutez ce que disait Laurent Béchade, qui est président de la lutte pour l'égalité et l'antiracisme. Il était interrogé ce matin dans l'heure des pros. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de preuve de racisme dans les propos qui ont été tenus sur l'antenne, mais que le sentiment de racisme
en tout cas qui a été perçu, qui a été communiqué par les médias, par les associations. Et instrumentalisé. Complètement instrumentalisé. Ce sentiment de racisme a quasiment créé le racisme. Aujourd'hui, vous faites les frais, en fait. Et cette instrumentalisation du racisme, elle est constante. Laurent de Béchade, interrogé ce matin dans l'heure des pros, vous partagez cette analyse ? Oui, c'est la double armure. La première, c'est je suis de gauche, donc je suis bien pensant, donc je ne peux pas faire de mal. Et la deuxième, c'est vous êtes raciste, vous m'attaquez à cause de ma couleur ou à cause de ma religion, et non pas à cause du fond, parce que c'est une manœuvre de diversion. N'oublions pas que le nouveau maire de Saint-Denis est arrivé avec des gens assez remontés contre l'ancienne équipe municipale, qu'il a dit à des fonctionnaires territoriaux qui n'étaient pas les bienvenus s'ils ne pensaient pas comme lui, et qui a proposé de ne pas appliquer la politique et la loi sur le logement, ce qui est tout à fait illégal. Et donc pour faire oublier tout cela, eh bien, évidemment, il dit si on m'attaque, c'est pas parce que je suis un mauvais maire, c'est pas parce que ma première semaine est calamiteuse, non, c'est parce que je suis un homme de couleur. Et donc, c'est très grave d'ailleurs parce que ça banalise le racisme qui reste un délit en France, et c'est tant mieux, et c'est très grave aussi parce que ce racisme supposé devient une arme politique. Tu m'attaques, donc tu es raciste, donc tu n'as plus le droit à la parole, ce qui clôt tout débat. Alors sinon c'est fasciste, vous avez le choix, vous êtes raciste ou fasciste, mais c'est très grave, une fois encore, parce que le vrai racisme existe et qu'il faut condamner, mais surtout parce que ceux qui disent ça sont les pires. Je le rappelle, on a parlé de la couleur de peau des candidats, c'est la France Insoumise qui l'a fait, et personne d'autre. Il y a aujourd'hui des députés qui ont des propos antisémites, ils sont à la France Insoumise. Il n'y a pas pire raciste que LFI, et pourtant ils se servent de LFI comme d'un rempart, comme d'une excuse. Ils se cherchent du racisme, vous voulez dire comme un... Ils se servent du racisme comme un rempart. Oui, tout à fait. Voilà. Vous avez dit qu'ils se servent de la France Insoumise. Ah non, du racisme, pardon. Pour revenir à ce rassemblement, ce week-end, Laurent Jacobelli, était présent Jean-Luc Mélenchon, d'autres personnalités de la France Insoumise, notamment le maire, également nouveau maire LFI de la Courneuve. Fallait-il y voir finalement un rassemblement antiraciste de LFI, ou est-ce qu'on a assisté finalement au premier meeting de la première campagne présidentielle de LFI ? Mais les deux sont liés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui chez LFI, le racisme est un rassembleur politique qui sert après à véhiculer d'autres messages. Là par exemple, les socialistes ont pris cher. Que je sache, les socialistes sont à l'origine de SOS Racisme, donc on voit bien que tout cela est une instrumentalisation d'un racisme supposé, et je le répète, il y a parfois du racisme réel, du racisme contre toutes les couleurs de peau, y compris du racisme anti-blanc, et bien sûr le racisme doit être combattu, mais l'instrumentalisation qui en est faite par Jean-Luc Mélenchon, c'est pour dire à une population aujourd'hui qui vote, attention, vous êtes maltraité, vous êtes mal aimé dans ce pays, et donc il faut vous venger. C'est la vengeance comme argument politique. Tout cela bien sûr est un mythe, mais c'est un mythe que Jean-Luc Mélenchon et ses affidés entretiennent scrupuleusement. Vous êtes inquiet des villes, des nouvelles villes où la France Insoumise a récemment gagné les municipales, dans lesquelles des maires insoumis ont été élus ? Oui, je suis inquiet. Je suis inquiet aussi pour ceux qui y habitent aujourd'hui et qui ne sont pas, qui sont de confession juive, par exemple. Je suis inquiet pour ceux qui ont une sexualité particulière et qui, bien sûr, seront demain les ennemis visés dans certaines communautés. Je suis inquiet pour tous ceux qui ne pensent pas comme la France Insoumise. Bref, oui, je suis inquiet pour tous ceux qui sont différents des électeurs traditionnels ou supposés de la France Insoumise, puisqu'on voit bien que la chasse aux sorcières a commencé. La semaine dernière, Bruno Retailleau a proposé la mise en place d'un observatoire des villes insoumises au sein des Républicains. Est-ce que vous partagez cette idée ? Je pense que malheureusement, il n'y aura pas besoin d'observatoire. On va vite voir que les impôts explosent, que l'insécurité galope. Vous savez, quand on a des maires qui refusent de lutter contre le narcotrafic, pire encore, quand on entend que des narcotrafiquants seraient présents le jour du dépouillement pour voir la victoire d'un maire, tout cela fait froid dans le dos. On parlait tout à l'heure d'Emmanuel Macron, puisque Emmanuel Macron ne s'est pas encore prononcé depuis ces derniers jours concernant notamment le sujet et ce rassemblement à Saint-Denis, contrairement à d'autres membres du gouvernement et notamment Sébastien Lecornu. Emmanuel Macron, dont on célèbre, on fête, je ne sais pas quel terme on peut employer aujourd'hui, les 10 ans du parti présidentiel. C'était le 6 avril 2016, les 10 ans d'En Marche, devenu aujourd'hui Renaissance. Quel bilan on peut tirer de ces 10 ans de ce parti fondé par Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie à l'époque ? Écoutez, 10 ans de malheur, 10 ans de dissolution de la France, 10 ans de mépris pour les Français, 10 ans d'un pouvoir sans partage, même s'il est contesté,
d'un homme qui est persuadé qu'il a raison contre la terre entière. Quelques chiffres, Emmanuel Macron, en disant c'est 150 000 migrants légaux supplémentaires par an. C'est chaque année 120 à 130 milliards de dettes supplémentaires. C'est un taux de crime qui est passé de 19 900 par an en 2017 à 56 000 par an aujourd'hui. C'est 34 000 lits d'hôpitaux en moins dans tous les domaines. Emmanuel Macron, ça a été un massacre. Massacre économique, massacre de notre identité, de notre culture, massacre du pouvoir d'achat. Il est temps qu'il parte, mais surtout qu'il ne fasse pas de petit, si je puis dire. C'est-à-dire que personne ne lui ressemblant ne lui succède, parce qu'une année supplémentaire de Macronie est très dure dans le bilan de la France, en termes migratoires, en termes sécuritaires et bien sûr en termes financiers. Il aura vidé les caisses, il aura laissé les Français vivre dans l'insécurité, il aura rendu notre quotidien impossible. Faire le plein d'essence est devenu un calvaire, déambuler dans les rues après 22 heures est devenu un calvaire, parler librement est devenu un calvaire, trouver un boulot, créer une entreprise est devenu un calvaire, être fier d'être français est devenu un calvaire. Il a rendu notre vie impossible. Qu'il parte. Sur le sujet de la sécurité, justement, à Fresnes, 2 mineurs mis en cause dans le saccage de la mairie, puis relâchés, ont de nouveau été interpellés et font parler d'eux ce week-end pour avoir caillassé une voiture de police. On va en parler dans un instant, Laurent Jacobelli, restez avec nous. À Fresnes, 2 mineurs mis en cause dans le saccage de la mairie, puis relâchés, ont de nouveau fait parler d'eux. Ils ont été interpellés ce week-end pour avoir, cette fois-ci, caillassé une voiture de police. Juste avant de vous donner la parole, Laurent Jacobelli, écoutez Frédéric Lecointe, qui est secrétaire du syndicat de police Alliance Val-de-Marne. Il estimait que les mineurs récidivistes se moquent de la justice. Aujourd'hui, était interrogé sur CNews. On l'écoute. Alors nous ne sommes pas étonnés parce qu'effectivement, tous les jours nous réagissons. Et tous les jours nous réagissons contre des auteurs de violences qui sont des violences d'une extrême inouïe. Et effectivement, dans ce profil de mise en cause, dans ce profil d'auteur, nous avons régulièrement des mineurs. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces mineurs se sentent intouchables. Eux ont la sensation qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Lorsque vous les interpellez, ils nous rient au nez. Lorsque vous les auditionnez, ils mentent systématiquement. Ils n'ont aucune crainte, que ce soit envers l'autorité policière ou l'autorité judiciaire. Ils savent qu'à l'issue de leur garde à vue, très peu de sanctions seront prises à leur encontre. Frédéric Lecointe du syndicat de police Alliance Val-de-Marne, interrogé sur CNews ce week-end. Laurent Jacobelli, ce déficit d'autorité en particulier chez les mineurs, il illustre aujourd'hui un véritable problème sociétal. Ah oui, tout à fait, parce que les mineurs d'aujourd'hui, je ne vais rien inventer, sont les adultes de demain, et si on n'a pas défini la limite entre le bien et le mal, entre la civilité et la sauvagerie, eh bien forcément, ces jeunes n'ont pas de repère. Or aujourd'hui, quand un jeune est attrapé, en train de faire de la surveillance pour le trafic de drogue, en train de caillasser une voiture de police, de mettre le feu à une mairie, il est pratiquement immédiatement relâché. On lui dit c'est pas bien ce que tu as fait, rentre à la maison. Donc il va falloir maintenant prendre des mesures, parce que sinon ces jeunes demain commettront l'irréparable. Mais c'est plus que prendre des mesures, parce que là ça veut dire qu'il faut changer la loi, puisque ce sont des mineurs. Alors il y a deux choses, il y a plein de choses en fait. D'abord, appliquer la loi qui existe. Ensuite, effectivement, en finir avec l'excuse de minorité. Et puis créer ce qui existe dans certains pays, je pense notamment aux Pays-Bas. Ce sont des centres de détention spécialisés pour mineurs. On va évidemment pas les mettre dans la même cellule qu'un parrain de la mafia, ce serait terrible. Donc dans des centres spécialisés avec des peines courtes qui peuvent être de 3 semaines, 1 mois. Mais au moins dans leur vie, ils verront qu'il y a des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Ces mineurs commettent des exactions, sont arrêtés par la police, les juges les libèrent, et donc ces mineurs deviennent des mini-stars finalement dans leur quartier. Ah bah bravo, t'as fait ça, machin, t'es libre. Et ça devient presque des modèles. Donc il faut renverser les choses. Il faut effectivement aujourd'hui que la justice s'applique aux mineurs, qu'elle s'applique avec dureté, avec respect bien sûr de leur jeune âge. Ça fera 2 gagnants. La société qui sera protégée de ce type d'exaction, et les mineurs auxquels on donnera une chance de comprendre ce qu'est la société et de se réadapter et de rentrer dans le droit chemin. Aujourd'hui, c'est perdu sur les deux côtés. Ces jeunes, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Ils vont devenir peut-être dealers, peut-être délinquants professionnels. Vous savez, on voit ce type de CV arriver souvent. Quand vous les attrapez à 20 ans, ils ont déjà été 15 fois interpellés et 15 fois libérés. Et puis, disons-le honnêtement, il faut en finir aussi avec le laxisme judiciaire. On parlait des lois. Les lois sont parfois très sévères. Le problème, c'est que les juges donnent la peine minimale, et que même quand la peine minimale est donnée, la prison n'est pas appliquée. Et au final, avant d'être emprisonné dans notre pays, il faut quand même avoir un certain pédigré. Donc je pense qu'il faut là aussi, avec un système de peine
plancher qu'il faut remettre en place, dire au juge, oui bien sûr, vous avez votre liberté de jugement, oui bien sûr, chaque cas est unique, mais voilà, ça ne peut pas être moins que tant de mois ou que tant d'années pour tel et tel crime ou délit. En ce lundi de Pâques, on referme évidemment ce long week-end de Pâques. Certains sont partis se ressourcer. C'est aussi le début des vacances scolaires pour la zone A. Sauf que pour beaucoup de Français, c'est compliqué forcément aujourd'hui en raison de l'augmentation des prix des carburants, des prix qui n'en finissent pas de grimper depuis le début de la guerre contre la République islamique d'Iran et le blocage du détroit d'Ormuz, par où transite près de 20% du pétrole mondial. Les prix à la pompe flambent. Si Total a fait le choix de bloquer les prix à 2 € maximum, ailleurs le diesel s'affiche souvent à 2,25 € le litre, tandis que le samplon 95 se négocie autour des 2 €. Une augmentation qui se traduit aussi par une augmentation des recettes fiscales pour l'État. Selon l'exécutif, près de 270 millions d'euros supplémentaires ont été récoltés suite à la hausse des carburants. Sur ce sujet, écoutez Charles Rodwell, député Ensemble pour la République des Yvelines, qui affirmait ce matin sur Europe 1 et CNews que l'État était perdant dans cette crise. Cette crise a pour le moment coûté 400 millions d'euros à l'État français sur les intérêts de sa dette et sur les aides ciblées qu'il a mis sur la table. Il n'y a donc pas de profit de crise. Au contraire, cette crise coûte à l'État, mais de manière bien plus importante, elle coûte aux Français. C'est la raison pour laquelle les mesures d'urgence à court terme, et c'est la raison pour laquelle aussi, à long terme, le seul moyen de sortir de ce type de crise, c'est de réduire nos dépendances. Voilà, Charles Rodwell sur Europe 1 et CNews ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Jacobelli ? Ces macronistes sont magiques, ils sont toujours plus forts que tout le monde, même quand ils ratent. Alors ils sont plus forts que l'Italie, le Portugal, l'Espagne, la Pologne, l'Irlande, la Hongrie ou la Slovaquie, qui ont pris des mesures pour faire baisser la pression fiscale sur le litre d'essence. Vous savez que quand vous faites le plein, quand vous payez 2 € le litre d'essence, il y a un peu moins d'1 € pour l'essence et un peu plus d'1 € qui sont des taxes et des impôts, notamment la fameuse TICPE, qui est une taxe sur le carburant, qui avait été augmentée, devinez par qui ? Par Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Alors attention, ils ne sont pas en train de nier le fait qu'effectivement 270 millions d'euros supplémentaires sont rentrés dans les caisses de l'État. Là, ce sont eux qui ont sorti ces chiffres, c'est eux qui l'affirment, mais en fait, ils disent que la crise leur a coûté quand même beaucoup plus cher que ça. Bien sûr, mais sauf qu'ils ont beaucoup de mal à le prouver, et surtout, j'ai l'impression qu'ils manquent de notion d'économie. Alors, les chiffres le montrent, mais on va essayer de leur expliquer comment ça se passe. Si vous gardez une TVA très forte, c'est-à-dire à 20% sur l'essence, que vont faire les Français ? Ils vont consommer moins d'essence, ou bien consommer moins d'autres choses. S'ils font le plein de voitures, ils feront le vide dans le frigo, mais il y aura bien quelque part où ce sera compensé. Ça veut dire un ralentissement de la consommation. Or, la consommation est ce qui entraîne les recettes de TVA, et donc moins de recettes de TVA. Ça veut dire aussi du chômage, puisque moins de production, c'est moins de consommation. Le chômage qui donne lieu à indemnité, qu'il va falloir financer. Donc, ils rentrent dans une spirale infernale. Il faut en sortir de cette spirale infernale. Pour ça, il faut faire comme nos voisins européens, qui sont probablement pas plus bêtes que nous, qui ont baissé les taxes sur le litre d'essence. Si on passe, comme nous le demandons avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, de 20% à 5,5%, si on baisse provisoirement la TICPE, on fera un gain de 15 € par plein. Il y aura une consommation maintenue et donc des recettes fiscales maintenues. Donc, il serait temps qu'ils le comprennent. Je pense qu'ils le savent très bien. Je pense qu'une fois encore, ils mentent aux Français. Pourquoi ? Parce qu'ils voudraient finalement que cette crise éponge leur mauvaise gestion, le déficit abyssal qu'ils ont créé. Ils se font un peu feu de tout bois, un peu comme des vautours qui s'acharneraient sur la carcasse du pouvoir d'achat français. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils vont tuer définitivement la consommation, qu'ils écoutent un peu l'opposition, nous on le réclame depuis longtemps, et je le dis, ce n'est pas infaisable, puisque nos voisins le font. D'ailleurs, tenez, qu'est-ce qui va se passer ? Tous les Français frontaliers vont aller faire le plein à l'étranger. Et donc, les recettes fiscales vont dégringoler si on ne baisse pas la TVA. Donc, le remède est pire que le mal dans ce qu'ils proposent. Et donc, on leur demande d'écouter une voix de la sagesse ou au moins un raisonnement économique qui tient la route. Je sais qu'ils n'ont pas l'habitude, mais qu'ils baissent la TVA de 20% à 5,5% sur l'essence, qu'ils baissent provisoirement la TICPE, et ils verront qu'à la fois les comptes de l'État et à la fois le porte-monnaie des Français s'en portera mieux. Alors, depuis samedi, ils ont mis en place un pré-flash carburant à destination des TPE, PME. Ça a été mis en place par le gouvernement. Oui, bien sûr. C'est insuffisant pour vous. Vous savez, la première réaction des TPE, PME, c'est qu'est-ce qui va se passer ? On va encore avoir des tonnes de paperasse à remplir. Tout cela est effrayant. Vous savez, le gain
par entreprise ou par particulier va être très faible, mais le coût pour l'État cumulé va être très fort. C'est toujours cette histoire de chèque. Ils n'arrivent pas à y renoncer, ils ne comprennent pas que ça ne fonctionne pas. Ils ont essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ils recommencent avec leur vieux schéma. C'est un toc macroniste. Ça ne marche pas, mais c'est nous qui l'avons fait, alors on doit continuer comme ça et surtout ne jamais écouter les oppositions. Vous savez, je crois qu'il y a un moment, la Macronie a montré ses limites. Il y a même, moi je suis élu de la région Grand Est, le président macroniste de la région Grand Est veut en plus maintenant créer une écotaxe. Bon, vous voyez, ces gens sont devenus fous. Ils sont drogués à la taxe. Ils n'ont pas compris qu'une économie saine était une économie où l'étouffoir fiscal était desserré. Je crois que cette crise est l'occasion de le faire. Allez, ma dernière question. La présidentielle de 2027 se rapproche à grands pas. À gauche comme à droite, la question de l'union se pose pour tenter de rassembler le plus de voix et s'installer à l'Élysée. Et alors que la question d'une primaire fait débat chez les Républicains, les lignes semblent bouger dans les autres courants et notamment du côté d'Éric Zemmour, président de Reconquête, qui se dit désormais favorable à une primaire à condition d'un changement de stratégie majeur. Alors d'abord, j'aimerais avoir votre avis sur ce sujet. Et puis, Éric Zemmour estime aussi que le Rassemblement national n'a pas vocation à participer à une telle primaire, car à ses yeux, si les électeurs du RN se considèrent majoritairement de droite, il assure que les dirigeants du parti comme Marine Le Pen sont plutôt ancrés à gauche. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Oui, en fait, la primaire d'Éric Zemmour, c'est entre Éric Zemmour et Sarah Knafo. Ça va se décider dans le salon. Tout ça n'est pas très intéressant, en fait. Qui est le plus à même de remplacer la Macronie aujourd'hui ? Voilà. Tout le dit très clairement, c'est le Rassemblement national, c'est le duo Marine Le Pen, Jordan Bardella. Donc nous, notre vocation, notre responsabilité, c'est d'associer à notre projet le plus de Français possible, de rassembler le plus de Français possible pour les libérer de l'enfer macroniste. Donc pas de primaire à droite. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. À droite avec qui d'ailleurs ? Avec M. Zemmour qui ne veut pas en fait. On imagine les Républicains. Les Républicains lesquels ? M. Copé qui, lorsqu'il entend le mot Rassemblement National, fait des crises urticaires. Tout cela n'est pas très clair. Ils ne sont même pas d'accord entre eux. Je veux dire, il y a autant de candidats à la présidence de la République chez les LR que d'adhérents. Donc il y a un moment, tout cela va nous faire perdre du temps, tout cela va nous éloigner de l'objectif principal, gagner ces présidentielles. Est-ce qu'aujourd'hui M. Zemmour peut gagner ? Non. Est-ce que M. Retailleau peut gagner ? Non. Est-ce que Marine Le Pen, Jordan Bardella peuvent gagner ? Oui. Et il y a donc urgence à se rassembler autour de leur candidature. Merci Laurent Jacobelli. Merci de votre invitation.